Peter Pavel, président de la République tchèque. Dans l'actualité encore, investiture du président Mamadi Doumbouya, les préparatifs vont bon train. Un événement historique. Le chef de l'État a effectué hier lundi une visite inopinée au poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCOSI. Lors de cette visite, le commandement du PCOSI a présenté au président de la République le dispositif opérationnel global mis en place pour garantir le bon déroulement de la cérémonie. Le compte-rendu avec Oumar Bari. La Guinée se prépare activement à accueillir le monde à l'occasion de l'investiture du président de la République, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. Prévu le 17 janvier au stade de Nongo à Conakry, cet événement solennel qui intervient après sa brillante élection lors de la présidentielle du 28 décembre 2025 marquera officiellement l'entrée du pays dans la 5e République et l'ouverture d'une nouvelle ère politique et institutionnelle. Déterminé à faire de cette cérémonie un moment historique majeur, le président Mamadi Doumbouya n'entame ménager aucun effort. C'est dans ce cadre qu'il a effectué ce lundi 12 janvier 2025 une visite inopinée au poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure PCOSI. Cette démarche visait à s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs organisationnels et sécuritaires liés à l'investiture présidentielle. Lors de cette visite, le commandement du PCOSI a présenté au président de la République le dispositif opérationnel global mis en place pour garantir le bon déroulement de la cérémonie. Une attention particulière a été accordée à l'architecture sécuritaire conçue pour couvrir l'ensemble des phases de l'événement dans un contexte marqué par la présence annoncée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à Conakry. Ce dispositif repose notamment sur un commandement unifié, une coordination renforcée entre les différentes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'une prise en compte rigoureuse des enjeux sécuritaires. L'objectif affiché est d'assurer une cérémonie sans incident à la hauteur de l'importance de l'événement pour la nation guinéenne. À cette occasion, le président Mamadi Doumbouya a donné des instructions fermes et claires, en particulier en matière de sécurité et de fluidité des déplacements. Il a insisté sur la nécessité de garantir un climat de sérénité et de confiance, tant pour les invités de marque que pour les populations appelées à prendre part à cet événement historique. Ces orientations stratégiques ont été immédiatement intégrées par le commandement opérationnel en vue d'affiner davantage le dispositif global. Le 17 janvier 2025, la Guinée a ainsi rendez-vous avec l'histoire. L'investiture du président Mamadi Doumbouya symbolisera non seulement l'installation officielle du chef de l'État, mais également l'avènement de la 5e République, porteuse d'espoir, d'émergence, de stabilité et de renouveau institutionnel pour l'ensemble du peuple souverain de Guinée. Du côté du stade général Lansana Conté de Nongo aussi, les routes d'accès sont en reconstruction. Les travaux sont réalisés par l'agence de gestion des routes, l'AGEROUTE. L'objectif est de rendre attrayants les lieux afin de recevoir nos invités dans un cadre idéal. Salifou Silla, Aboubakar Junior Camara. 17 janvier 2026 est la date retenue par les autorités pour la prestation du serment du président élu de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est ici, au stade général Lansana Conté de Nongo, où la cérémonie est prévue. En prélude à cet événement majeur, l'agence de gestion des routes, l'AGEROUTE Guinée, entame des travaux d'urgence pour le bitumage de toutes les voies d'accès du stade. Les responsables de la structure sont sur le terrain pour constater le niveau d'avancement des travaux. À date, l'AGEROUTE a fait appel aux entreprises GPC, Somagec et au bataillon du génie militaire pour une synergie d'action pour faire avancer les travaux. L'état d'avancement des travaux aujourd'hui est approximativement 60 à 70%. Notre objectif est de finir l'ensemble des travaux au plus tard mardi. Ces travaux d'urgence doivent finir avant le 15 janvier prochain, comme promis par les responsables d'entreprises qui exécutent ces travaux. Un ouf de soulagement pour les citoyens de Nongo. Par rapport au sérieux et à la rapidité de la réalisation de cette infrastructure qui va dégager l'ensemble des artères qui sont par là et qui va nous permettre d'avoir une mobilité très facile. Et remerciements aux autorités
plus particulièrement au président de la République. L'AGEROUTE s'engage dans l'entretien préventif du patrimoine routier, conformément à sa lettre de mission. Aujourd'hui, ces travaux de construction d'urgence des voiries aux alentours du stade vont permettre de rendre attrayants les lieux afin d'accueillir nos hôtes dans un cadre décent. Dans l'actualité encore, la région administrative de l'Abbé a désormais son hôtel des finances. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre de l'économie et des finances en présence du premier ministre chef du gouvernement. L'action vise à restaurer l'autorité de l'État dans l'arrière-pays, mais aussi accroître la mobilisation des ressources internes. Reportage Mamadi Gassama. À l'image de la région de Kindia, l'Abbé s'inscrit également dans la dynamique de modernisation de l'administration financière. Implanté en plein cœur du quartier Kouroula, l'hôtel des finances de l'Abbé, dans un standing moderne, regroupe plusieurs services financiers de l'État avec pour objectif d'améliorer la gestion, la sécurisation et la mobilisation des ressources publiques. La cérémonie qui nous réunit depuis ce matin est l'inauguration de l'hôtel des finances publiques de l'Abbé, qui est composé d'un poste d'entrée, d'un hall, de 36 bureaux, un caveau et 6 blocs de toilettes pour hommes et femmes, y compris un logement de fonction. Du côté des autorités, cette infrastructure constitue un levier majeur de transparence et de bonne gouvernance, tout en garantissant également le respect des lois de la République. Au-delà de cet objectif technique, des administrations incarnent surtout l'autorité de l'État, Monsieur le Premier ministre. Il vous souviendra que la présence d'État au niveau déconcentré est une garantie d'appartenance des collectivités auprès de cet État. C'est une expression de symbole d'État que nous devons continuer à galvaniser au niveau des administrations dans leur globalité. Ces infrastructures contribuent aussi donc, Monsieur le Premier ministre, à consolider cette autorité et offre à l'administration un cadre stable, crédible et visible, permettant d'assurer avec rigueur ses missions régaliennes. À terme, les hôtels de finances verront le jour dans les 8 régions administratives du pays, un réseau national destiné à moderniser l'administration publique et à consolider une économie plus transparente. Vous savez que nous sommes dans un processus avec très bientôt les élections locales, régionales et des régions pour mieux asseoir leur autorité et leurs responsabilités auront besoin de piliers institutionnels et administratifs pour le faire. C'est valable pour les conseils communaux, c'est valable pour le conseil départemental, pour le conseil régional. Et c'est pour dire que tout ce qui se fait n'est pas du hasard. Ce n'est pas simplement on veut construire un bâtiment, on construit un bâtiment. Il y a toute une méthodologie, toute une approche pour que les institutions qui se mettront en place puissent être en mesure de faire ce qu'on attend d'elles, à savoir impliquer les populations, impliquer les collectivités, mieux asseoir une gouvernance vertueuse, assurer une meilleure traçabilité de l'ensemble de ce que nous ferons. C'est ça qui est en marche pour une refondation réussie et durable de l'État guinéen. Avec les hôtels des finances de l'Abbé, l'État franchit une nouvelle étape dans la réforme de sa gouvernance financière, une gouvernance vertueuse au service de la mobilisation des ressources et du développement national. À Pita, dans la région administrative de Mamon, le gouvernement poursuit ses investissements en faveur de l'éducation. La construction de 2 infrastructures scolaires vient d'être lancée dans le secteur de Guémé, visant à rapprocher l'école des communautés et à améliorer durablement les conditions d'apprentissage. Reportage Ousmane Bangoura. Nous sommes dans le secteur de Guémé-Banké, en périphérie de la commune urbaine de Pita, dans la région de Mamou. Ici, la construction d'un collège de 4 classes vient mettre fin à de longues années de difficultés pour les élèves et leurs parents, confrontés jusque-là à l'éloignement des établissements scolaires et à la surcharge des classes existantes. Une infrastructure qui symbolise l'engagement des autorités
à renforcer l'éducation de proximité dans le Fouta Djallon. Je prends l'engagement solennel, au nom de la direction préfectorale de l'éducation, de veiller à la bonne marche de ces travaux et une fois achevés, de faire en sorte que ce joyau architectural serve exclusivement à l'intérêt supérieur de nos enfants. Du secteur Guémé-Banki, cap sur le quartier Guémé 2, dans l'enceinte du lycée Oustoya, au cœur de la commune urbaine de Pita. Ici, les travaux de construction d'un complexe académique moderne sont officiellement lancés. Le projet prévu pour un délai contractuel de 2 ans ambitionne de renforcer l'offre éducative au niveau secondaire et d'améliorer les capacités d'accueil de l'établissement. Je prends solennellement l'engagement ici, en tant que président des ressortissants, d'équiper à côté de la bibliothèque un centre informatique qui sera totalement équipé et qui permettra à nos élèves d'apprendre, d'initier à l'informatique, à la numérisation, pour que les apprentissages à l'université puissent se faire de façon très facile, parce qu'aujourd'hui le monde est devenu une petite planète. Ce que vous apprenez ici, c'est ce qu'apprennent les élèves qui se trouvent en Chine, aux États-Unis et au Canada. Il n'y a plus de frontières entre les pays. Pour marquer la pose de la première pierre de ces infrastructures scolaires, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a délivré un message au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, réaffirmant la priorité accordée à l'éducation comme levier du développement national. Ce qui va se construire ici, ce sont des édifices de vaste envergure, des complexes modernes où les enfants pourront être dans un environnement très agréable et qui pourraient rivaliser avec des établissements scolaires de même nature dans d'autres pays du monde. Ceci est très important pour nous parce que c'est par ce biais-là, comme l'a indiqué le président de la République, le développement du capital humain, c'est la force sur laquelle on doit s'adosser pour permettre, à travers le programme Simandou 2040, d'ici là, que nous ayons les compétences, les ressources humaines nécessaires pour que ce que nous avons puisse être bien géré et ce que nous avons également puisse être complété par l'émergence de nouvelles chaînes de valeur à travers des hommes et des femmes compétents. C'est un objectif prioritaire majeur, d'où la nécessité de renforcer les établissements scolaires à travers leur structure, à travers les équipements, à travers la qualification également des enseignants. Ces 2 établissements scolaires s'inscrivent dans la vision gouvernementale visant à promouvoir une éducation inclusive et équitable, avec un accent particulier sur la scolarisation des filles et l'accès égal à la formation sur toute l'étendue du territoire national. Le pays se dote de plus en plus d'infrastructures adéquates répondant aux standards internationaux. À l'enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari met des nouveaux bâtiments pédagogiques à la disposition de l'Institut de mathématiques et celui de l'architecture. Reportage Mounir Bari. L'année académique 2026 marque un tournant pour l'enseignement supérieur guinéen, porté par de vastes réformes et des investissements structurants. Les 17 institutions publiques du pays sont désormais dotées d'infrastructures pédagogiques aux standards internationaux. Dans ce cadre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari, inaugure plusieurs ouvrages universitaires, dont l'Institut ouest-africain de mathématiques et l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme rénové. C'est une équipe qui est là, une équipe très formidable qui donne la chance à tous les techniciens de s'exprimer. Qu'architectes, ingénieurs, aides-ingénieurs, les ouvriers, tout le monde a son goût de respect et de confiance qu'on exprime et qu'on met tous en œuvre. Ces infrastructures modernes dotées d'équipements visent à renforcer la qualité de la formation et à faire émerger une nouvelle génération de cadres compétents. Il a fallu des efforts qui ont été sanctionnés aujourd'hui par ces inaugurations, que mon institution se dote d'infrastructures dignes de nom. Pourquoi enseignerons-nous les mathématiques à ce niveau-là? Parce que vous avez dû entendre beaucoup de gens, beaucoup de mathématiciens vous le dire. D'abord, il faut construire une souveraineté scientifique et technologique pour avoir des techniciens de haut niveau, pour produire localement du savoir et avoir
des capacités de modélisation et de calcul scientifique. Cela va réduire notre dépendance de l'importation de beaucoup d'experts dans plusieurs domaines que nous recevons en Guinée, dans le domaine des mines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, le climat et les infrastructures. Ça nous permettra également de produire une élite scientifique régionale et de positionner la Guinée comme ce qu'elle était avant. Après la construction et la rénovation des infrastructures, couplées au recrutement d'enseignants-chercheurs guinéens et étrangers détenteurs du PhD, la prochaine étape majeure consistera à doter les universités des laboratoires d'équipements ultramodernes. Parlant aussi de la qualification des formateurs, l'ISEG poursuit son programme. Plus de 100 enseignants du supérieur viennent de boucler une session axée sur la pédagogie universitaire. Reportage Mamadou Saliouba. Institution de formation des formateurs, l'ISEG est en première ligne dans le vaste chantier de qualification du système éducatif guinéen. Dernière action de grande portée, la formation de 100 professeurs en pédagogie universitaire. Une session destinée à rehausser la qualité de l'enseignement supérieur. Les acteurs se sont rendus compte que les acteurs universitaires ont besoin d'être préparés à la pédagogie parce que le posséder la matière simplement ne suffit pas. Donc cette formation vise à préparer les enseignants à enseigner en tenant compte des exigences d'un enseignement socio-constructiviste qui dit que l'apprenant doit construire des compétences avec l'accompagnement des formateurs. Au cours de cette formation, ces enseignants venus des universités guinéennes et étrangères ont suivi plusieurs modules centrés sur la pédagogie universitaire dans un contexte de LMD. La session devrait renforcer les compétences pédagogiques des bénéficiaires et à terme améliorer leur rendement académique. La pédagogie, c'est une question de vie qui s'apprend chez les maîtres. Donc l'ISEG a cette excellence et il le partage avec tout le monde. Les formateurs étaient à la hauteur et ils nous ont transmis des compétences que nous espérons appliquer dans notre profession. Dorénavant, je serai en mesure d'améliorer encore de plus ce que je suis en train de faire et de mieux préparer mes futurs étudiants. En renforçant les compétences des enseignants du supérieur, l'ISEG pose des actes concrets pour une école guinéenne plus performante. L'Institut supérieur de formation à distance ISFAD renforce aussi la capacité des enseignants et enseignants-chercheurs de plusieurs instituts et universités du pays. Il a initié une formation consacrée à la transformation numérique dans l'enseignement supérieur, ceci pour permettre à ces acteurs de comprendre les enjeux liés à la numérisation de l'enseignement supérieur. Bakary Bambakonde. À l'ère de la transformation numérique, l'éducation supérieure est confrontée à plusieurs défis et d'opportunités. En Guinée, cette dynamique se manifeste par un besoin urgent d'intégrer les technologies numériques dans l'enseignement et la recherche. Dans ce contexte, l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD a organisé une journée sur la transformation numérique soutenue par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. C'est une journée de sensibilisation exclusivement. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs, les responsables des institutions d'enseignement supérieur pour les sensibiliser à l'importance de la transformation numérique du dispositif universitaire des cours. Et à partir de là, après la fin de cette journée, suivront 2 autres ateliers qui porteront exclusivement sur la formation des enseignants-chercheurs. Des thématiques telles que la création de cours en ligne, des outils numériques pour la recherche et la sécurité des données ont concentré l'essentiel des sessions animées par les experts. Aujourd'hui, il s'agit de la transformation numérique et c'est un domaine qui représente un enjeu majeur pour tout ce qui est encadrement, formation des enseignants et également formation des étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur a souligné l'engagement de l'État à soutenir des initiatives qui favorisent la modernisation de l'éducation en Guinée. Le numérique, c'est l'avenir dans le domaine de l'éducation. Ça vient en apport aux efforts qui sont en train d'être faits en ce moment dans la modernisation de notre système d'enseignement. Nous concevons notre vision, nous concevons notre outil. C'est une approche de co-construction. Nous ne sommes pas au rythme de quelqu'un d'autre. Nous avons estimé, nous constatons
aujourd'hui que dans notre pays, le numérique, c'est quelque chose d'important. Nous l'adoptons, nous l'adaptons et nous le déployons. Donc c'est une initiative du gouvernement de la République de Guinée. Cette initiative de l'ISFAD se veut une modernisation du système éducatif en Guinée, promettant un avenir enrichi pour les étudiants et les chercheurs. Et puis cette décision de la HAC portant suspension de la diffusion de 2 radios FM privées. Vu la Constitution, la haute autorité de la communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière extraordinaire du mardi 13 janvier 2026, décide. Article 1er. L'interdiction des radios Coco FM 100.0 et Touba FM 96.5 pour défaut d'agrément, utilisation de fréquences non attribuées, exercice illégal et menace à l'ordre public dans la CRD de Touba, préfecture de Gawal, région administrative de Boké. Ce conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 3 et 52 de la loi organique L 2020-0010 AN de juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication HAC de la République de Guinée et celle de l'article 1er de la loi organique L 2010-002 CNT de juin 2010 portant liberté de la presse. Invite le gouverneur de la région administrative de Boké, le préfet de Gawal à veiller à l'application de la présente décision. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 13 janvier 2026, pour la haute autorité de la communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Le procès des événements du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Après le colonel Bienvenu Lama, 3 autres accusés ont comparu, ravivant les débats sur les responsabilités pénales dans ce massacre qui a fait 156 morts. Les audiences avec Aboubakar Ami Kamara et Tierno Younoussaba. À la suite du colonel Bienvenu Lama, 3 autres accusés ont comparu devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Il s'agit de Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou et Thomas Touaro. Ils sont accusés de complicité dans les massacres du 28 septembre 2009, ayant provoqué la mort de 156 personnes, ainsi que de plusieurs autres infractions. Même si les accusés sont renvoyés, c'est devant la barre que l'instruction définitive doit être faite. Et chaque accusé fait sa narration des faits. Le poursuivant principal, le parquet, les parties au procès, chacune peut poser des questions à l'accusé et que l'accusé répond. Et ça permet de savoir ce qui s'est passé parce que ça va éclairer la religion du tribunal criminel pour prendre une décision au fond. Au cours des débats, les avocats de la défense ont soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi. Selon eux, la détention de leurs clients constitue une violation de la loi. Ils ont plaidé en faveur de leur libération. Nous ne pouvons pas prendre une décision hâtive. Nous ne pouvons pas faire des préjugés. Maintenant, nous attendions de voir si, effectivement, le juge audiencier de fond réqualifiera les infractions, les faits qui ont été mis à la charge. Et à date, on verra de quoi se prononcer. La nullité qui a été soulevée dans cette procédure concourt à mettre fin, en réalité, à la procédure. Parce que ce sont des questions d'ordre public. Cette nullité qui découle de la violation de l'arrêt 09 rendu par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, lesquels arrêts accordaient la liberté totale à nos clients. Nous n'avons pas compris dans quelles circonstances de temps le juge d'instruction intérimaire a eu à prendre une ordonnance, n'est-ce pas, de renvoi. À ce stade de la procédure, seul le tribunal a la compétence de trancher et de dire qui a raison ou tort dans cette affaire. Il est à rappeler que ce procès complémentaire concerne 7 accusés, dont 3 sont actuellement en fuite, à savoir
colonel Gono Sangaré, Jacques Mami et Blaise Pogomou. Des magasins de stockage du matériel électoral au niveau des régions. Ils vont servir de site de conservation des kits et documents électoraux après chaque processus, bien sûr. Lors de la remise, Ibrahima Khalil Condé a aussi exposé la vision politique du chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour la transparence et la sécurité des élections en Guinée. Le point avec Toumani Sira Diallo et Yamokaba. En chantier depuis 6 mois, le magasin électoral de la région de Kankan, désormais opérationnel pour conserver des matériels et documents électoraux. Son inauguration mobilise le ministre de l'administration du territoire en compagnie de la direction générale des élections. Implanté dans la commune rurale de Karifa Mouria, l'édifice est imposant pour atteindre les grandes attentes. À la direction régionale des élections de Kankan, aux directions préfectorales des élections des 5 préfectures de la région de Caen, au service communal des élections de Karifa-Mouria, vous avez un bijou dans vos mains. Il vous reviendra de l'entretenir, de faire en sorte que ce magasin reste pour des années. Nous profitons de cette belle occasion pour réitérer notre ferme engagement de continuer dans la même dynamique à conduire ce processus jusqu'à la fin, après l'élection présidentielle, législative, sénatoriale, pourquoi pas communale, communautaire. Bâti sur 3000 mètres carrés, le magasin électoral de la savane guinéenne vient garantir un scrutin libre et transparent. Un chantier qui a de grandes ambitions et qui vise à faciliter l'accessibilité des documents et kits. Il a fallu l'arrivée de M. Mamadi Doumbouya qui nous a instruit d'exécuter la construction de ces 7 magasins à l'intérieur du pays, dans les 7 régions administratives et dans la région administrative de Conakry, le 8e magasin. Ces magasins doivent servir au lieu de stockage des kits et des documents électoraux. La conservation du matériel électoral après le scrutin, principal objectif pour assurer la transparence et la sécurité. Il s'agit également d'améliorer les processus futurs afin de renforcer le processus démocratique. Lancement à Boké des travaux de réalisation des 7 forages dans certains quartiers de la haute banlieue. C'est une initiative de la mairie de Boké grâce à l'appui de la direction générale de l'autorité de régulation du secteur des jeux pour soulager les populations. Younous Atawel Kamara. En cette période d'étiage, le problème d'eau se pose avec acuité dans certains quartiers de la commune urbaine de Boké. Il s'agit notamment de Baralande et Koulifanya en haute banlieue du chef-lieu de la préfecture. Pour répondre à la préoccupation de ses citoyens, la direction générale de l'autorité de régulation du secteur de jeux et pratiques assimilées offre 7 forages électriques à la population. L'arrivée des machines pour le lancement des travaux crée de l'enthousiasme dans ces quartiers bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes très réjouis ici de venir à Boké. Grâce au courrier adressé par la mairie de Boké pour répondre aux préoccupations majeures de la population, celle d'offrir de l'eau potable à la population. Et ce courrier fut très tôt traité et le directeur général a mis à disposition 7 forages pour la commune urbaine de Boké. C'est la nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine de Boké qui a initié ce projet en vue d'offrir de l'eau potable à la population. L'entreprise qui a donné vraiment 7 forages, pas des forages, n'est-ce pas, à motricité humaine, mais des forages électriques, vraiment, ça va droit au cœur, ça nous enchante, parce que ça vient à point nommé d'assouplir, n'est-ce pas, les préoccupations de la commune et accompagner, n'est-ce pas, les femmes. Et la donation qu'on a eue comme ça dans notre quartier, 3 forages, dans mon quartier. Si nous on a eu ça dans notre quartier,
Je suis très content. Avec cette assistance sociale de la Direction générale de l'autorité de régulation du secteur de jeu, les femmes des quartiers bénéficiaires ne vont plus parcourir des distances à la recherche de cette denrée nécessaire pour la vie. Déjà, les autorités locales comptent mettre en place une stratégie commune pour protéger les installations de ces forages. Toujours dans la commune urbaine de Boké, une initiative de développement communautaire vient de voir le jour. 20 femmes venues des différentes localités impactées par l'exploitation de la société SD Mining ont bénéficié d'une formation en saponification. Le but, favoriser l'autonomisation des femmes. Reportage Marwan Kamara. Dans la commune urbaine de Boké, ce collectif de femmes issues des zones impactées par les activités minières est à l'école de l'entrepreneuriat. Ici, sous la supervision des formateurs, ces femmes découvrent les techniques de base de la saponification. Dosage des ingrédients, mesures de sécurité, mélange des composants et conditionnement du produit final. Un espoir de résilience et d'autonomisation pour ses bénéficiaires. Nous sommes satisfaits de l'importance et la pertinence des sujets abordés durant ces journées d'échange du donner et du recevoir. Remercions la direction de la société SD Mining et leurs associés pour le financement de ce projet autonome stratégique. Le plus difficile à faire, c'est la formation. Le reste, c'est l'accompagnement. Et j'ai la certitude que la société va le faire pour que vraiment elle continue à appliquer et surtout aussi à s'appliquer dans ce qu'elles font. À l'origine de cette initiative, la société minière SD Mining opérant dans la région de Boké. Consciente de l'impact de ses activités sur les communautés environnantes, elle a choisi d'investir dans l'autonomisation économique des femmes, considérées comme des actrices clés du développement. En matière de responsabilité sociétale, nous sommes prêts à accompagner ces collectivités qui sont impactées par nos activités. À Bofa, on a fait les routes communautaires, on a fait les forages. Aujourd'hui, si nous sommes à Boké, je crois qu'il faut qu'on transporte ces mêmes avantages à ces mêmes communautés qui sont dans une préfecture qui est aussi dans la région administrative de Boké. Je suis sûr qu'après ces 6 jours de formation, vont s'atteler à former d'autres femmes qui ne sont pas ici aujourd'hui, afin que la formation soit relayée au niveau de plusieurs autres femmes de la commune urbaine de Boké. À la fin de cette formation, les bénéficiaires repartent avec des compétences pratiques, un premier pas vers l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration des conditions de vie au sein des différentes communautés de la région administrative de Boké. Lancement d'une plateforme dénommée Landaya, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises informe l'ensemble des citoyens, des entreprises et des partenaires économiques de la dématérialisation des procédures administratives à travers l'évolution de la plateforme Plaged qui devient désormais Landaya. Landaya, qui signifie confiance en langue malinké, incarne la volonté du ministère de renforcer la transparence, la fiabilité et la sécurisation des procédures administratives du service des usagers et du secteur privé. À compter du 12 janvier 2026, toutes les demandes liées aux documents administratifs relevant du ministère de l'Industrie et des PME devront être effectuées exclusivement sur la plateforme www.landaya.gov.gn. Cette initiative vise à moderniser les services administratifs en simplifiant les démarches, en renforçant la transparence et en accélérant les délais de traitement. La plateforme Landaya permet de soumettre et de suivre en ligne les demandes relatives aux documents suivants: l'autorisation d'implantation, l'autorisation d'exploitation, l'autorisation d'extension, le certificat de josage, l'acquisition des normes pour la promotion de la qualité, l'attestation de conformité, l'agrément au code des investissements, la prolongation ou le renouvellement d'agrément, le certificat conventionnel, le certificat technique et toute autre demande administrative relevant du ministère de l'Industrie et des PME.
Le ministère rappelle que cette dématérialisation permet de rendre les services administratifs plus accessibles, plus efficaces et plus transparents, contribuant ainsi à l'amélioration du climat des affaires en République de Guinée. Pour toute information complémentaire ou assistance, les promoteurs sont invités à consulter les plateformes officielles du ministère ou à se rapprocher des services compétents. Conakry, le 12 janvier 2026, signé Dr Diaka Sidibé. Campagne de consultation et de traitement gratuit de population du côté de la Moyenne-Guinée en tournée dans la localité. L'ONG belge était récemment à Dalaba où elle a diagnostiqué et traité plusieurs pathologies. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Patebalde. C'est une ONG médicale belge évoluant dans l'humanitaire qui atterrit ce matin l'hôpital préfectoral de Dalaba. Au nombre de 13 médecins belges et péninois, la mission est venue offrir des soins de santé de qualité à la population nécessiteuse. Il y a une organisation de sélection des patients déjà effectuée depuis, selon la pyramide sanitaire. Par jour, au moins environ 120 patients seront consultés et parmi les 120, les patients qui nécessitent de recevoir des interventions chirurgicales vont être également mis dans le compte des interventions à effectuer. Dans le souci d'aider nos différentes populations, investies à travers toute la population de Dalaba à l'extérieur, en collaboration avec l'équipe Revive, afin de pouvoir aider les populations les plus démunies dans la région. Piloté par la coordination des associations de Dalaba vivant à l'étranger sur initiative de Madame Abibata en service à l'ONG Revive, plusieurs pathologies sévères seront diagnostiquées et traitées gratuitement. Le but, c'est d'opérer des patients qui ont surtout des hernies, donc des gonflements des hernies inguino-inguinales ou bien inguino-scrotales, et d'autres petites pathologies, enfin pas des très lourdes pathologies parce que ça c'est pas possible, mais des pathologies quand même qui font souffrir les patients, des lipomes, des grands lipomes sont des boules de graisse ou des hydroceles, des gonflements dans le scrotum, donc enfin quelques maladies quand même qui embêtent. J'ai appris l'arrivée des médecins belges et moi je souffre de hernie ombilicale. Je suis venu pour recevoir une prise en charge. Pour faciliter les différentes interventions, un stock important de médicaments et de matériel sont mis à disposition pour couvrir un nombre important des patients. Durant 2 semaines, les opérations vont se poursuivre ici à l'hôpital préfectoral de Dalaba, où déjà de nombreux patients venus des sous-préfectures voisines attendent d'être consultés et traités gratuitement afin de recouvrer leur santé. En Europe, des actions de charité et de solidarité en faveur des personnes vivant en situation de précarité, SOS Hiver, vient de marquer sa présence aux côtés de nos compatriotes. Cette structure a fait don de nombreux équipements contre le froid, une action que les bénéficiaires ont vivement appréciée. Reportage Sekou Fernand Koroma, Alia John Keita. Quand une donatrice de bonne foi s'inspire de la devise guinéenne, le résultat, c'est la solidarité envers les personnes en situation de précarité. Telle est la vocation de l'association Ensemble Plus Solidaire qui pilote le projet SOS Hiver. SOS Hiver est un geste d'alerte, mais surtout un geste d'humanité. Offrir un abri, un repas chaud, une écoute, mais surtout une présence. C'est prouver que la solidarité n'est pas qu'un mot, mais un engagement concret. En cette période de froid intense, plusieurs personnes ont bénéficié de nombreux dons. Des personnes qui en ont besoin. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toutes répondu présentes aujourd'hui pour la soutenir, parce qu'on sait qu'elle est à 100% à fond sur le terrain et du coup on voulait lui apporter notre soutien. La situation des personnes, parce que ça c'est très important, c'est humain. Et aussi, comme l'a dit ma collègue, le discours d'Angéline et son dynamisme qui a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Je pense que l'année prochaine, on fera encore beaucoup mieux. 3e édition du genre, SOS Hiver a mobilisé des compatriotes de la diaspora venus de tous les horizons.
Je suis là aujourd'hui pour assister à un SOS hiver qui a été lancé par une camarade pour l'aide des personnes qui sont en situation de précarité. Je trouve que c'est une bonne cause qui mérite d'être soutenue et accompagnée. La rencontre a été ponctuée par une conférence de débat sur la contribution de la diaspora guinéenne au développement du pays, puis sur les attitudes à tenir pour se conformer aux lois des pays de résidence. Et puis ce communiqué relatif à la vente des vignettes TUV exercice 2026. Il est porté à la connaissance de tous les usagers que la vente libre des vignettes TUV a débuté le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 mars 2026. Les contribuables sont invités à s'acquitter du paiement de leurs vignettes dans ce délai à travers les plateformes suivantes. Orange Money, star 144 star 4 star 8 star 4 dièse. MTN Mobile star 440 star 4 star 6 star 4 dièse. Crédit Rural star 1111 dièse. Crédit Car BNB et KSPI. Passé le 31 mars 2026, les pénalités de 25% seront appliquées conformément aux dispositions de l'article 335 alinéa 3 du Code général des impôts. Cette majoration ne concerne pas les nouvelles immatriculations. Les usagers sont donc priés de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toute sanction. La Direction générale des impôts sait compter sur le civisme fiscal de chacun pour le respect de la loi. Conakry, le 13 janvier 2026, signé la directrice Fatoumata Foula Diallo. Fin de la 9e édition du prestigieux concours de musique Afrima Award. Lors de cette grande messe de la musique africaine, Takana Zion et Manamba Kanté ont brillamment représenté la Guinée. Reportage Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Manamba Kanté from Guinée. Les Afrima Awards sont une cérémonie de distinction et de récompense des artistes africains, tous genres musicaux confondus. Cette année, la 9e édition est placée sous le thème « L'Afrique inarrêtable », mettant en avant la créativité et le rayonnement de la musique africaine sur la scène mondiale. Parmi les artistes nominés, 2 talents sûrs de la musique guinéenne se sont particulièrement illustrés. Mohamed Mokhtar Souma, alias Takana Zion, et Manamba Kanté, héritière de la légende Mori Kanté. Une récompense qui honore la Guinée à travers ses artistes. À leur retour au Bercail, les lauréats ont été chaleureusement accueillis par leurs fans. Je suis contente. Quand on travaille, que ce soit le métier que nous faisons, et on veut que ce soit récompensé et que nous soyons vraiment mis à la place que nous méritons. De-delà de nos frontières, si on est vraiment récompensé et avec de tels trophées, on ne peut qu'être fier et satisfait. C'est une très grande émotion. Nous sommes honorés de recevoir ce trophée et que ce trophée est dédié à tout le peuple africain pour la paix et l'unité dans le monde et en Afrique, et surtout à notre aimé président Mamadi Doumbouya qui a, n'est-ce pas, montré à la jeunesse guinéenne et la jeunesse africaine que ça, c'est notre temps. Cette consécration confirme l'engagement des artistes guinéens à promouvoir la musique guinéenne à l'échelle internationale. La Guinée à l'honneur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.